C'est en côtoyant assidûment des commissaires-priseurs que j'ai eu vent il y a une dizaine d'années de cette histoire mystérieuse mais vraie. À l'époque des faits, en 1993, Agathe Rollin est âgée de 53 ans. Veuve d'un colonel, cette belle femme trompe son ennui dans un superbe appartement du 16e arrondissement de Paris. Amateur d'art, elle collectionne un nombre incalculable de tapis, de bibelots, d'objets rares et précieux qu'elle a ramenés de ses nombreux voyages avec feu son mari. Cette dame élégante possède notamment un magnifique meuble chinois ancien dont elle veut se débarrasser. Alors pour réaliser ce genre de transaction, le plus simple serait de s'adresser à un antiquaire spécialisé. Mais pour une raison que vous n'allez pas tarder à découvrir, Agathe Rollin tient absolument à offrir cette commode. Et elle rédige dans ce but une petite annonce tout à fait étonnante et la fait publier dans un luxueux magazine. Un texte qui pourrait bien la faire passer pour folle. Voilà. C'est celle-là. Je vous la lis. À céder gratuitement. Très belle commode de style indo-chinois pour personnes rationalistes ne craignant pas l'au-delà. Fantôme joint. Et j'avais mis mon numéro de téléphone. Avec une annonce comme celle-là, je ne pensais pas avoir beaucoup d'appels. Mais je me suis bien trompée. Ça n'arrêtait pas de sonner. Des brocanteurs plus ou moins honnêtes qui voulaient faire une bonne affaire. Des gens intéressés, mais qui ne sont jamais venus voir le meuble. Sans doute ont-ils eu peur. J'ai même eu un parapsychologue complètement loufoque qui m'a proposé de désenvoûter le meuble pour une somme extravagante. Je crois que c'était 20 000 francs à l'époque. Je suis abonné à ce magazine depuis plus de 20 ans. J'ai l'habitude de le lire quand je prends mon café le matin au bistrot en bas de chez moi. Quand j'ai lu cette annonce, ça m'a beaucoup intrigué. Fantôme joint. Je me suis dit que cette personne devait avoir beaucoup d'humour. Franchement, je pensais que c'était un canular. Mais comme je suis d'un naturel assez curieux et que j'adore ce style de meuble, je sais quand même appeler. Pour moi, il était hors de question de donner ma commode à un commerçant qui allait l'entreposer n'importe où, puis la vendre à un inconnu. Ce meuble était réellement hanté. Il fallait absolument que je trouve un nouveau foyer à son fantôme. La personne qui allait prendre ce très bel objet incrusté de nacre et d'ivoire chez elle devait être consciente qu'elle allait devoir héberger une âme en peine. Quand j'ai eu Jean-Patrice Duménil au bout du fil, il m'a tout de suite plu. Je suis comme ça, moi je fonctionne beaucoup à l'instinct. Du coup, je lui donnais rendez-vous le lendemain et il est arrivé à 15h, comme convenu. Dans mon souvenir, c'était plutôt un beau garçon, bien élevé, un peu artiste, les cheveux longs, mais soigné quand même. Il m'a dit qu'il était peintre et qu'il préparait une exposition. Un jeune homme de son âge, passionné par les antiquités orientales, ça m'a séduite. Entre la veuve du colonel et le jeune peintre, la sympathie est immédiate et réciproque. Confortablement installé dans le fond d'un canapé, ils parlent art et antiquité, tout en dégustant un précieux thé fumé. Une demi-heure plus tard, mise en confiance, la maîtresse des lieux propose à Jean-Patrice Duménil de lui faire découvrir la fameuse commode qui trône dans une chambre d'amis entre des estampes japonaises et un paravent en bois sculpté. En découvrant le meuble, le jeune homme ressent un véritable coup de foudre. Il s'enhardit bientôt et questionne plus avant son hôtesse sur l'origine et les caractéristiques de cet objet d'exception. On avait offert cette commode à mon mari quand il était en poste en Indochine. Il l'avait reçue des mains d'un ambassadeur russe parce qu'il avait sauvé la vie de son fils qui se noyait dans un bras du Mékong. Vous voulez du sucre? Mon mari était un homme extrêmement courageux, qui ne craignait pas d'aller au-devant du danger, surtout si c'était pour secourir un enfant. Nous avions installé la commode dans la chambre d'amis. Les quelques personnes qui ont eu l'occasion d'y dormir se sont plaintes de ne jamais pouvoir trouver le sommeil. Selon elles, les tiroirs s'ouvraient et se refermaient sans cesse en faisant un bruit infernal.
J'étais tellement fasciné par la beauté du meuble et la finesse de ses sculptures que j'écoutais à peine cette histoire de fantôme. Je me souviens même avoir pensé que la mort de son mari avait dû lui faire perdre les pédales. J'en revenais pas qu'elle puisse le céder gratuitement, c'était tellement beau. Chaque petit tiroir représentait un décor de fleurs incrusté de pierres multicolores. Un objet rare, hors du commun, qui selon elle datait du début du 19e siècle. Comme j'étais un peu gêné, je lui ai même proposé de lui offrir une de mes toiles en échange. Elle a refusé. Je crois qu'il ne réalisait pas vraiment dans quoi il s'engageait en prenant le meuble. J'ai bien essayé de le mettre en garde, mais je voyais bien qu'il n'y prêtait pas attention. Je me souviens, je lui ai même dit « Faudra voir si le fantôme se plaira chez vous ». Quelques jours plus tard, la magnifique commode parade en bonne place dans l'atelier du peintre. Les premières nuits se déroulent sans incident, et puis, au bout d'une semaine, aux alentours de minuit, Jean-Patrice est réveillé par un coup sec. Un second choc le fait sursauter, un troisième achève de l'alarmer. Il s'approche du meuble dans la pénombre et découvre avec stupeur que les tiroirs s'ouvrent et se referment tout seuls avec brutalité. Je me suis sentie très soulagée dans les semaines qui ont suivi le départ du meuble. En même temps, j'étais inquiète. Jean-Patrice Duménil ne m'avait pas laissé ses coordonnées. Visiblement, il n'était pas dans l'annuaire. Il fallait absolument que je le joigne pour lui dire quelque chose de très important. Je ne sais pas pourquoi j'avais omis de lui dire qu'il ne fallait surtout pas chercher à ouvrir le 5e tiroir sur la gauche. Eh bien, je me suis agenouillé pour voir le phénomène de plus près, et j'ai failli recevoir l'un des tiroirs en plein visage. J'ai alors décidé de sortir tous les tiroirs du meuble, sauf l'un d'entre eux, en bas à gauche, qui était resté bloqué. J'étais convaincu qu'ils étaient actionnés par un mécanisme. Eh ben non, il n'y avait rien. Ce qui venait de se produire était tout simplement inexplicable. Une semaine s'est passée sans que le phénomène ne se reproduise, et puis une nuit, alors que j'étais en train de terminer une toile, ça a recommencé. Alors là, j'ai décidé d'essayer de sortir le tiroir bloqué. J'étais persuadé que la clé du mystère était à l'intérieur. Après avoir lutté quelques minutes avec le tiroir récalcitrant, le peintre parvient péniblement à ses fins. Un paquet de forme allongée, emballé dans un morceau de soie et serré par un ruban, a été abandonné dans le fond du tiroir. Jean-Patrice dépose l'objet délicatement sur une table et défait le ruban. Et ce qu'il découvre lui glace le sang. Une main momifiée comme celle d'un pharaon. Elle est accompagnée d'un parchemin recouvert de caractères illisibles. Du chinois primitif peut-être. Après une nuit passée à réfléchir, le jeune homme, plus que jamais décidé à percer le mystère de la commode, contacte un ami de son père, ancien professeur à la Sorbonne et spécialiste des langues orientales. Quand Jean-Patrice m'a téléphoné, j'ai tout de suite compris qu'il était paniqué. Il fallait que je l'aide au plus vite. Il est venu chez moi, il m'a confié un parchemin sans me dire d'où il provenait. Quand j'ai observé de plus près la calligraphie, là, il me semblait reconnaître des signes très anciens. J'ai expliqué à Jean-Patrice qu'il me faudrait un certain temps pour les déchiffrer. Je dormais plus, je faisais des cauchemars. J'étais tellement obsédé par cette histoire, j'arrivais même plus à travailler alors qu'il me restait encore quelques toiles à finir avant mon exposition à la Biennale de New York. Mon agent Peter Conwell m'appelait tous les jours pour savoir où j'en étais. À la fin, je répondais même plus au téléphone. Alors, je me suis plongé dans mes livres et au bout d'une dizaine de jours, j'ai téléphoné à Jean-Patrice pour lui donner la traduction exacte du texte calligraphié sur le parchemin. J'avais entendu parler de certains messages, genre de messages, mais c'était la première fois que j'envoyais un écrit sur un authentique parchemin vieux de près de 1000 ans. J'ai mis Jean-Patrice en garde.
Ce parchemin était à manipuler avec précaution, même s'il ne croyait pas à ces choses-là. Voilà. Là, oh, quel bonheur. Le message, je peux vous le réciter par cœur tellement je l'ai lu et relu. Voici la main de Durgama. Celui qui la détient peut tout obtenir à condition de la serrer très fort dans sa main en formulant un vœu. Mais attention, sachez que si cette main vous accorde ce que vous souhaitez, il vous faudra à chaque fois en payer le prix, la mort d'un être humain. Au début, j'y ai pas prêté attention et puis je me suis dit, essayons de penser à autre chose que cette histoire de main ensorcelée. On était à 15 jours de l'expo et franchement, j'avais d'autres chats à fouetter. Je me souviens, en 93, j'avais couvert la Biennale de New York pour mon journal. Je devais écrire un article sur les jeunes artistes. Il faut dire que le niveau était très très bon cette année-là. On parlait beaucoup d'un Cubain, un certain Jorge Alvarez, un type au parcours incroyable, qui était arrivé de Cuba en canot pneumatique. Il était devenu un peintre très coté à Miami. Quant à Duménil, je crois avoir vu avant la Biennale 2-3 de ses toiles dans une exposition à Paris. Ça m'avait pas laissé un grand souvenir. Moi, je misais beaucoup sur cette expo. J'avais passé des années de galère sans un sou en poche, obligé d'emprunter de l'argent à mon père pour payer mon loyer. Fallait vraiment que je tape un grand coup pour me faire remarquer des gros marchands d'art, pour que ma cote monte. La veille de l'exposition, j'ai repensé au message traduit par M. Wang. Et je n'ai pas pu résister à la tentation. J'ai sorti la main de la boîte, j'ai respiré un grand coup, et je l'ai serré très fort en espérant obtenir le Grand Prix de la Biennale. Ça s'est joué à un cheveu entre Alvarez et Duménil. Les deux peintres avaient fait un travail formidable, le jury a eu beaucoup de mal à les départager, et finalement, c'est Duménil qui a eu le Grand Prix. J'étais ravi que ce soit un Français qui gagne. En plus, mon papier allait faire la une du journal. Sa cote est montée en flèche, on a beaucoup parlé de lui, et puis plus rien. Comme s'il avait disparu. Je n'ai jamais pu l'interviewer. Il est comme sorti du circuit, il a cessé d'exposer. Tout de suite après le drame, je me suis senti envahi par un sentiment de culpabilité. J'étais sûr que c'était la malédiction de la main qui avait agi. Aujourd'hui, 12 ans après les faits, avec le recul, je me dis... c'est peut-être simplement le hasard. Enfin, ce qui est sûr, c'est que je n'ai jamais pu réussir à peindre depuis. À chaque fois que j'ai repris les pinceaux, que j'essayais de m'y mettre, j'étais pris par des violentes crises d'angoisse. Cette histoire me laissera à jamais un goût amer dans la bouche. En effet, lorsqu'il apprend qu'il a décroché le Grand Prix de la Biennale de New York, Jean-Patrice exulte. Son rêve est enfin en train de se réaliser. Peter Cornwell, son agent, saute dans le premier avion pour rejoindre l'artiste à Paris afin de planifier avec lui les prochaines étapes de sa carrière naissante. Peter lui donne rendez-vous dans une célèbre brasserie pour fêter leur succès. L'homme ne se rendra jamais au rendez-vous. Il meurt d'une crise cardiaque foudroyante dans le taxi qui l'emmène à Paris. Simple coïncidence ou effet de la malédiction? La main momifiée a-t-elle réclamé son tribut en sacrifiant une vie humaine? Impossible bien sûr de le déterminer. Jean-Patrice ressasse inlassablement cette question sans réponse. Quant à la fameuse commode, après des années d'hésitation, il s'en est séparé auprès d'un antiquaire. Alors si un jour, vous ressentez à votre tour un coup de cœur pour un sublime meuble oriental avec des boutons en forme de dragon, prenez garde, passez votre chemin en détournant les yeux. Vous savez maintenant que des tiroirs sont parfois faits pour rester fermés, définitivement.